Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stronger Things. Aujourd'hui, je suis avec Tib. Salut Tib, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, super. Et vous remarquerez qu'on est tous les deux, et on est tous les deux pour une raison, c'est qu'on va changer un peu le format sur ce podcast. On va commencer à vous faire des petites capsules, donc des éditions où il n'y a que moi avec un invité, que Thibaut avec un invité, que Mims avec un invité et que Will avec un invité. Le but, c'est de vous amener plus de temps avec cet invité plutôt que de nous entendre parler, mais surtout de vous amener des invités qui sont plus qualitatifs par rapport à chacun de nos, de nos expertises et de nos envies, voilà, de vous exposer plus de thèmes. Forcément, on se retrouvera de temps en temps ensemble pour des questions-réponses, des épisodes à thème, etc. Vous inquiétez pas. En tout cas, l'idée, c'est de vous amener du contenu super utile et super pro. Et aujourd'hui, on va commencer avec la mobilité. Et pourquoi? Je pense qu'il y a deux raisons super intéressantes de faire cette vidéo aujourd'hui. Forcément, déjà, on a Thibaut avec nous. Et vous connaissez tous Thibaut sous la forme de GoWod, l'entreprise GoWod, l'app, etc. Et on se dit tous que c'est voilà, une belle bande de développeurs qui codent à tout va. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Et Thib, je te laisse commencer par présenter ton parcours avant GoWod, mais aussi les gens avec qui tu travailles, qui ont un parcours sportif et médical très intéressant. Ah ouais, moi là-bas je suis kiné, c'était ça mon métier. Donc j'ai été diplômé, j'ai enchaîné tout de suite dans le milieu du sport, donc j'ai fait un DU de kiné du sport et après j'ai baigné dans le haut niveau. J'ai eu la chance de bosser dans un cabinet sur Montpellier qui était vraiment qui faisait que du haut niveau et donc je suis passé ensuite au Krebs de Montpellier pendant 5 ans. J'ai travaillé au Montpellier Handball aussi, pareil pendant 5 ans et donc ça m'a permis de voir à peu près tous les sports, en plus du CrossFit, bien évidemment, où je recevais pas mal de patients qui venaient de la boxe. Voilà, donc ça a été mon métier. Et puis GoWed, c'est en effet, je suis pas tout seul. J'ai monté ça avec Romain qui est ostéopathe, Thomas qui lui est développeur, donc c'est lui qui a codé l'app. Voilà. Et ensuite, on s'est entouré d'énormément de monde. Aujourd'hui, pour le nouveau projet sur lequel on bosse, on a 2, 3, 4, 5, 6, on a 7 kinés, ostéos, chiropracteurs qui sont tous experts dans chacun leur domaine. Voilà. Donc on est beaucoup à travailler sur ce projet-là et on est toujours en train d'essayer d'apprendre surtout sur ce qui est sur les nouvelles études qui sortent et la bioméca et la physiologie, etc. Donc voilà un peu mon parcours. Ouais, et pour voir un petit peu un aperçu de comment vous bossez régulièrement, vous invitez souvent des spécialistes de discipline, à vous discuter, vous échanger, et vous êtes aussi pas que des geeks de tech, mais aussi des geeks du sport, de la physiologie, vous êtes des passionnés de la méthodo. Et la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant, je pense, d'aborder la mobilité dans cette vidéo, c'est forcément GoWod. Parce qu'encore une fois, on voit l'appli, on voit tout ça, mais ce qu'on ne voit pas, c'est les dizaines de milliers de gens qui tous les jours rentrent des datas, rentrent, qui font le challenge de mobilité, se jaugent avant d'utiliser l'appli, après utiliser l'appli. Mais en plus de ça, vous savez ce qu'ils ont fait pour améliorer leur mobilité. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que statistiquement, si on regarde un peu la data, on peut commencer à étudier un peu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Si je dis pas des bêtises. Mais complètement. Aujourd'hui, on a un peu plus d'1 300 000 utilisateurs et donc ça fait un paquet de data. On a la chance de parmi ces data d'avoir leur âge, leur sexe, leur pays, la façon dont ils utilisent l'app, le nombre de protocoles qu'ils font, quel type de protocole ils font, etc. Et on est capable du coup de réadapter à chaque fois nous nos protocoles pour voir, ok, on se rend compte que les personnes qui font ça dans cet ordre-là, elles progressent plus que les personnes qui font ça. Et donc nous, on remet à jour à chaque fois. Et ça aussi nous permet de savoir un petit peu comment la population moyenne, en fonction de l'âge, de sexe, etc., est capable de bouger. On s'est aperçu de pas mal de choses. On pourrait faire un podcast que sur de la data là-dessus. Mais honnêtement, voilà, le score médian pour la rotation interne d'épaule chez l'homme de 35 ans, on l'a. Et donc tout ça, en fait, c'est hyper important. Et on voit aussi, c'est ça qui est cool pour nous, c'est qu'on voit que notre paquet d'utilisateurs, il va vers le haut et il progresse en fait à chaque fois. Et donc on voit qu'on amène la moyenne au-dessus. Et on voit aussi d'ailleurs que les gens qui pratiquent le CrossFit ont une moyenne supérieure à ceux qui n'en font pas. Donc ce qui est hyper intéressant et j'ai hâte de pouvoir comparer tout ça avec l'ensemble des sports un jour pour voir la mobilité du crossfitter comparé à la mobilité du triathlète, comparé à la mobilité du nageur unique. Voilà, on va pouvoir faire tout ça aussi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et qui me passionne toujours autant. Ouais, il y a un truc qu'on voit de plus en plus sur YouTube et les réseaux sociaux nous donnent la possibilité d'exprimer nos points de vue et nos avis, etc. Mais tant qu'on n'a pas de preuves, pas de data pour soutenir ça, c'est difficile d'avoir une véritable réponse, une réponse correcte. Et tout ce qu'on fait, c'est spéculer. Et ce qui est intéressant là, et je pense que vous allez bosser dessus encore dans le futur, c'est comment est-ce qu'on peut étudier cette data et en faire quelque chose de statistiquement significatif pour les amateurs d'études statistiques. Mais bon, allez, revenons au sujet de la vidéo.
L'idée aujourd'hui, c'est d'aborder un peu les mythes de la mobilité, ce qu'on entend souvent aussi, de répondre à des questions et de définir certains des termes qu'on a tendance à entendre à droite, à gauche. Et on va commencer avec un truc simple, mobilité, flexibilité. Moi, j'aimerais comprendre comment tu définis ça et lequel est plus important que l'autre. Oui, c'est vrai qu'il y a un grand débat sur flexibilité, mobilité, et qu'est-ce qui est quoi et qu'est-ce qu'on doit améliorer? En général, c'est ça la question qu'on entend. Donc on va déjà démarrer par définir ce qu'est la flexibilité et définir ce qu'est la mobilité. La flexibilité, c'est la capacité sans tension, donc passivement, de réaliser une amplitude. OK? Donc je vais prendre un exemple plus concret, mais si vous vous allongez sur le dos et que vous laissez vos bras tomber en arrière sur le sol, c'est la gravité qui va amener votre bras vers le sol. Et donc ça, c'est la flexibilité, votre capacité passive à mettre vos bras au-dessus de la tête. La mobilité, c'est la même chose, mais activement. Donc ça voudrait dire vous êtes droit, vous êtes debout et vous levez le bras le plus haut possible au-dessus de vous. Ça, c'est votre amplitude, c'est ça votre mobilité. Donc la différence majeure entre flexibilité et mobilité, c'est le actif ou le passif, c'est-à-dire sous tension musculaire ou non. Donc là-dessus, la question qui vient, c'est mais c'est mieux d'être mobile ou flexible. En général, c'est d'être mobile en fonction du sport. Pour le CrossFit particulièrement, c'est d'être mobile. Mais pour pouvoir être capable d'avoir de la mobilité, il faut que, c'est-à-dire d'être capable d'amener votre bras sous tension musculaire au-dessus de la tête, il faut qu'il soit déjà capable d'y aller sans tension musculaire. Si vous y êtes, c'est pas possible. Voilà, si votre bras il est bloqué à 45 degrés au-dessus de vous parce qu'il y a un kiné qui est en train de vous le faire, vous pouvez forcer tout ce que vous voulez avec vos propres muscles, vous n'irez pas plus loin. Ça va être votre blocage. Donc, avant d'être capable de travailler la mobilité, il va falloir travailler sa flexibilité. C'est différentes choses. Mais une fois qu'on va vouloir amener ses bras au-dessus de la tête et qu'on va vouloir stabiliser, pouvoir mettre du poids dessus, par exemple, avec une barre, il va falloir de la mobilité. C'est-à-dire qu'il va falloir être capable de générer de la tension musculaire dans une amplitude articulaire élevée. Ça, c'est la mobilité. Voilà, donc, c'est ça la différence entre les deux. Ah, super intéressant. Et pour se mobiliser, du coup, on voit un tas d'exercices. On voit le rouleau, l'élastique, etc. On parle beaucoup d'automassage, je trouve, en ce moment, et on voit depuis plusieurs temps, et de leur efficacité. Et comment est-ce que toi, tu suggérais pour les gens qui utilisent le rouleau de massage à la maison, etc., comment tu recommanderais qu'ils l'utilisent? Est-ce qu'il faut se rouler dessus comme un malade? J'ai vu que sur l'appli, il y a souvent une cadence, 50 mouvements par minute, etc. Mais ça ne nous indique pas forcément à quel point on doit s'appuyer dessus. À quel moment tu suggères de faire ça? Comment? À quelle cadence? Etc. Alors, déjà, les automassages, c'est assez récent en fait. Récent, ça a une vingtaine d'années, hein, mais ça a été vachement démocratisé. Il y a beaucoup maintenant d'équipementiers qui proposent des rouleaux et on voit du coup des rouleaux avec différentes densités. On en voit lisses, on en voit avec des picots. Voilà. Tout ça, ça a un intérêt, mais il faut savoir quand et pourquoi l'utiliser. Donc, principalement, l'utilité, ça peut être fait avant ou après l'entraînement. Avant, en fait, ça va être principalement pour essayer de venir écraser les tissus mous, drainer et amener du sang sur la zone en question. Donc, on va travailler surtout sur les fascias. Après, ça va être pour de la récupération. C'est le principe un petit peu du massage. Si vous allez chez le kiné vous faire masser en récup, ce serait un petit peu la même chose. La façon de l'utiliser, c'est ça le plus important. Et l'erreur majeure qu'on voit, c'est de vouloir se faire mal. Donc là aussi, il y avait un exemple concret. J'avais fait une formation avec Blackroll là-dessus et il nous disait pour savoir à quelle dose vous devez forcer, il faut que vous arriviez à rester relâché. C'est-à-dire que ça doit faire peut-être un tout petit peu mal, mais il faut que votre muscle soit complètement relâché. Pourquoi? Parce que ce que vous souhaitez avec le rouleau de massage, c'est rentrer en profondeur le plus profondément possible pour être capable d'avoir de l'effet. Si vous contractez votre muscle, il n'y a aucune profondeur. Et l'exemple qu'il donnait, c'est si je viens à côté de vous et que je vous dis, je vais te mettre un coup de poing dans la cuisse dans 3 secondes. Votre réflexe, ça va être de contracter très fort la cuisse au moment où il vous met le coup de poing. Comme ça, en fait, vous sentez rien. C'est votre muscle qui a tout amorti. C'est très dense, c'est très dur et vous sentez rien. Si par contre, il vous met un coup de poing sans vous prévenir dans la cuisse, que vous n'avez pas eu le temps de vous contracter, là, vous allez avoir super mal parce qu'il sera rentré en profondeur. Donc, avec le rouleau, c'est la même chose. Il faut trouver à la fois un rouleau qui est assez mou pour que, en fonction du seuil de tolérance de chacun, qui vous permet de rester relâché dessus et d'être complètement relâché pour rentrer en profondeur. Et le seuil de tolérance, il dépend de chacun. Il y a certaines personnes qui sont très, très, très habituées. Ils vont passer à un rouleau qui est très dense, très dur, parce que eux, ils arrivent à l'accepter. Et certaines autres personnes, ils arrivent même à rentrer avec des picots, parce que là, ça va être encore plus précis, encore plus profond. Mais là encore, c'est
au fur et à mesure. Il faut aussi être habitué, il faut avoir un seuil de tolérance un petit peu haut. Donc, si vous deviez vous-même vous poser la question de comment l'utiliser, il faut vous dire, OK, je vais monter au maximum possible pour que mon muscle reste relâché et sentir quelque chose. Voilà. Dès que vous passez à un seuil de douleur où vous sentez que, hop, vous êtes obligé de contracter votre muscle pour vous protéger, c'est que vous êtes allé un petit peu trop loin. Voilà. Donc, c'est ça votre seuil. Et j'en profite, imaginons tu as fait un gros WOD avec des squats, ou tu as fait beaucoup de reps de squats et on a tous eu les cuisses démontées le lendemain, et hop, tu te mets sur le rouleau et ça fait super mal. Est-ce que c'est le moment de le faire ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Alors, quand vous avez déjà, alors si vous sortez à peine de la séance, en général, vous avez les cuisses gonflées, gorgées de sang, ça vous fera pas spécialement mal de vous masser juste après. C'est très souvent le lendemain, c'est-à-dire une fois que les courbatures se sont installées, c'est là que ça va faire mal. Et ben là, c'est le même combat. À la seule différence que votre seuil de tolérance, il va être vachement plus bas que d'habitude, parce que le moindre, dès que vous vous touchez les cuisses avec les doigts, ça fait mal. Imaginez si vous mettez un rouleau dessus. Dans ces cas-là, il faut y aller progressivement. Vous prenez le rouleau le plus souple que vous trouvez et vous vous massez en enlevant le plus de poids possible du rouleau, tout doucement. Ça va vous paraître presque inutile, mais en fait, c'est pas le cas. Et au fur et à mesure, vous allez vous habituer, le seuil de tolérance, il va bouger, bouger, bouger. Et donc, vous allez pouvoir vous appuyer de plus en plus sur le rouleau jusqu'à ce que, même combat, on trouve la limite de tolérance pour pas se contracter. Ok. Et pour rester sur la force, on entend plein de choses différentes aussi pour préparer un WOD, par exemple, je sais pas, une rep max en squat. On en parle justement avec le challenge de Willy hein, en ce moment. Mais typiquement, c'est quoi l'idéal en mobilité pour se préparer à une rep max en squat? Est-ce qu'on fait une séance classique avec des pauses en statique ou des étirements qu'on appelle assez passifs? Ou est-ce que je passe plutôt sur du dynamique, de la plio, des choses comme ça? C'est quoi l'idéal? Alors, chaque mouvement est différent. Là, si on prend l'exemple du squat, le principe du squat, ça va être de voir quelles sont ses faiblesses. Donc, on va bien évidemment ouvrir les hanches, travailler les chevilles, travailler l'inclinaison du buste pour être le plus droit possible. Et si jamais on a du mal au niveau des épaules à tenir la barre bien serrée, peut-être travailler la rotation externe d'épaule pour pouvoir serrer la barre contre soi. Donc, ça va être dépendant de chacun en fonction de ses besoins. Mais principalement, on va aller vers quelque chose de plutôt actif juste avant. Donc, on va essayer d'ouvrir les hanches, donc avec des mouvements, que ce soit de rotation, que ce soit ce qu'on appelle du pigeon avec bande, où on vient mobiliser avec une bande activement. Donc, c'est masser aussi. On va aller masser les quadriceps, les fessiers, les ischio-jambiers. Voilà tout ce qu'on peut faire. Alors là-dessus, il y a une liste incroyable et en fonction du problème de chacun, on va donner un protocole différent. Enfin, c'est ce qu'on fait avec GoWed, mais c'est ce que n'importe qui devrait faire en fait avec vous. Par contre, il y a vraiment quelque chose dans ce mythe de les étirements passifs. Je ne sais pas si c'était une partie de ta question ou pas, mais les étirements passifs avant un exercice de force. Oui. Donc, en fait, là-dessus, il a été prouvé par la science, par les études, que si on étire, attention, c'est précis là, la phrase, si on étire un muscle passivement qui va avoir une composante explosive forte pour le mouvement que vous allez faire, alors vous pouvez voir une diminution de la force ou de la performance jusqu'à 5%. Donc, encore une fois, exemple, si vous devez faire un sprint sur 100 mètres et que vous vous étirez passivement les ischio-jambiers et les quadriceps, donc les cuisses, juste avant, vous pouvez perdre jusqu'à 5% de votre vitesse, donc de votre temps, sur 100 mètres. OK? Et ça, c'est vérifié. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'étirer passivement un muscle qui va travailler juste après de façon explosive. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'étirer passivement autre chose. Ce n'est pas le même débat. Donc, pour nous, crossfitters, si on vient faire un snatch, donc mettre la barre au-dessus de la tête, ça va demander une flexion d'épaule, donc la capacité de mettre les bras au-dessus de la tête, énorme. Et pour faire ça, on va pouvoir étirer passivement, par exemple, les pectoraux. Pourquoi? Parce que le pectoral, lui, son but, c'est de fermer l'épaule en avant, c'est de ramener le bras en bas et en dedans, alors que vous voulez mettre votre bras en haut et en dehors. Et donc, le pectoral, il va avoir une capacité limitante de ce mouvement-là. Et donc, si vous l'étirez passivement, vous allez augmenter votre amplitude au niveau des épaules. Or, le pectoral, il n'a aucun impact. Ce n'est pas lui qui se contracte pour vous faire snatcher une barre pour la mettre au-dessus de la tête. Lui, il n'a qu'une composante de stabilisation au niveau de l'épaule. Donc, si vous lui permettez de lâcher un peu du lest pour que votre épaule aille plus loin et donc vous allez avoir une meilleure position sous la barre, les 5% de stabilisation que vous perdez, ils sont largement, largement gagnés par le fait que vous avez une position beaucoup plus droite, beaucoup plus stable avec la barre au-dessus de la tête. Donc, en fait, s'étirer le pectoral passivement va vous faire gagner de la force
sur votre snatch. Voilà. Donc, c'est toujours une question de qu'est-ce qu'on étire passivement ou pas. Et même chose, si vous faites un squat, il ne faut pas vous étirer les quadriceps et les ischio-jambiers, puisque c'est les muscles et les fessiers, c'est eux qui vont principalement vous faire remonter la barre. Pour autant, si vous étirez les épaules dans le sens où vous y gagnez en rotation externe, alors votre prise au niveau de la barre va être beaucoup plus forte, beaucoup plus ferme, et donc vous allez vous sentir beaucoup plus comment dire, gainé, et donc vous allez mettre plus de poids sur la barre. Donc en fait, on va vous dire, bah, du coup, s'étirer les épaules, ça va faire monter ma force, alors que c'était passivement. Donc il n'y a pas une vraie réponse, si ce n'est, ça dépend du muscle que vous allez étirer passivement. Est-ce qu'il a une vraie implication dans la force que vous allez générer dans le mouvement d'après? Est-ce qu'il n'y aurait pas une règle, et je suis en train de dévier de ce que j'avais comme question pour la suite, mais est-ce qu'il n'y a pas une règle pour tout ce qui est concentrique et isométrique? Par exemple, tu parles d'un overhead squat, par exemple. Si j'ai la barre au-dessus de la tête et mes bras sont en position plus isométrique, puisqu'ils sont en mode de stabilisation, pareil pour mon tronc, là, je peux étirer passivement. Alors que sur ma phase concentrique, qui est vraiment ce qui se passe dans mes jambes, là, il faut justement que je fasse du dynamique, de la plio et des choses comme ça pour rester dans le thème. Est-ce que ça serait ça un peu Alors, oui, sûrement, mais j'ai pas la réponse de savoir si, par exemple, si tu fais du bench en isométrique, tu vois, est-ce que le fait de s'être étiré passivement va avoir un impact? J'ai jamais lu d'études là-dessus, donc je pourrais pas répondre genre oui ou non. Ce qui est sûr, c'est que ça a l'air logique ce que tu dis, tu vois, ça a l'air d'être plutôt quelque chose comme ça. En général, on va plutôt dire si le muscle concerné n'est pas le moteur du mouvement en question, alors c'est bon. Voilà, c'est plutôt ça. Oh, ça fait des feux d'artifice quand je fais ça. même un feu d'artifice, c'est magnifique. Ah, énorme. Et super intéressant. Et sur la question de la fréquence, parce qu'on là, on a tout, et puis moi, je suis le premier à m'étirer allez, quand j'y pense. Et souvent, pour compenser, ben, on va y passer plus de temps. Donc, du coup, on va y passer, on va s'étirer, allez, peut-être pas 1 heure, mais allez, 3 fois pendant une longue durée de temps dans la semaine, au lieu de potentiellement faire peut-être 5 minutes, ou même les MobiFlash que vous avez dans l'appli qui sont 3 minutes par-ci, par-là. C'est quoi le plus rentable? Est-ce qu'il faut faire de la régularité comme tous les jours, ou est-ce que des grosses séances de Mobi, ça sert vraiment? Alors, de nos data, parce que du coup, on reparle des data, mais la science a dit quelque chose. La science, elle dit que c'est la régularité qui fait la différence. Et nos data, elles prouvent exactement la même chose. Donc, avec les millions et les millions de protocoles qui ont été effectués sur l'app, on a pu comparer ceux qui se mobilisaient 3 fois par semaine, ceux qui se mobilisaient 7 fois par semaine, ceux qui faisaient juste des 8 minutes par jour, ceux qui faisaient des 22 minutes tous les 2 jours. Enfin, on a pu tout vérifier. Et en fait, la réponse, elle est très simple, c'est celui qui fait tous les jours. C'est celui qui progresse le plus. Voilà. Peu importe la durée de son protocole, même des petits de 8 minutes ou les MobiFlash, tant que c'est tous les jours, c'est ça qui fait une différence énorme. Et en fait, ça vient du fait c'est de la physiologie, mais quand vous allez vous mobiliser ou vous étirer sur une zone, vous allez en fait augmenter votre seuil de tolérance et faire comprendre à votre système nerveux, OK, je suis capable d'aller dans cette amplitude-là. Ça, c'est du court terme et très vite, le muscle, il revient à sa norme et le lendemain, il a oublié. Si par contre, tous les jours, vous lui renvoyez la même information, au bout d'un moment, il commence un petit peu à lâcher du mou. Donc, c'est pour ça. Mais et je pense aussi le fait que peut-être qu'une fois, 22 minutes, je sais pas moi, tous les jeudis, vous faites 40 minutes en une fois. Si vous mangez bien une fois par semaine, vous n'allez pas voir spécialement de résultats, même si vous vous privez le jeudi soir. Si par contre, tous les jours, vous faites un petit effort, vous allez voir des résultats. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans tous les domaines de la vie, mais c'est aussi comme ça dans la mobi. Donc, par contre, très, très intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des longues séances tous les jours. Et ça, aujourd'hui, alors peut-être que le futur nous fera changer ça, mais les datas disent aujourd'hui que les personnes qui font 15 ou 18 minutes en moyenne par jour, il n'y a pas de différence énorme. On est en train de travailler sur un modèle qui va nous dire à partir de quand vraiment il y a une différence ou à partir de quand en fait on est un petit peu en plateau. Et j'ai l'impression que dès qu'on dépasse justement, c'est pour ça qu'on a mis les 22 minutes à la base, dès qu'on dépasse ça, il n'y a pas vraiment de gain entre 22 et 30 ou 30 et 40 minutes, il n'y a pas de différence. Par contre, on a vu qu'il y a quand même une différence entre 3 minutes par jour pour quelqu'un qui fait tous les jours et 15 minutes par jour. Il y a quand même une différence puisque vous n'allez pas avoir le temps de cibler autant de zones musculaires en 3 minutes que ce que vous allez être capable de faire en 15 minutes. Donc jusque-là, ça semble plutôt logique. Donc, la personne idéale, elle se mobilise 15 minutes par jour et 15 elle fait minutes par ça de jour. manière régulière. OK, pas besoin de faire plus. Si vous faites moins de temps en temps, c'est pas grave, mais 15 minutes, c'est Mm. l'idéal, quoi. Super Ouais. Et intéressant. surtout, ce qui est assez ingrat avec ce travail-là, c'est si vous arrêtez, vous repartez en arrière. Il n'y a pas de j'ai atteint un niveau et ça y est, c'est stabilisé. Ça marche pas comme ça. C'est si jamais j'arrête, et pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, et moi le premier,
J'ai la flemme, je pars en vacances, je me dis, je lâche tout, pendant 3 semaines, je fais rien. Et là, c'est compliqué. Et là, tu reprends. Et en général, si tu fais ton test, tu as perdu 15%. Et puis voilà, quoi, tu repars en arrière. Donc ça, c'est assez. Un conseil, c'est ne lâchez pas, faites moins peut-être, mais essayez de le maintenir parce que sinon, vous allez regretter d'avoir pas pris ce temps-là. Mais est-ce que tu reviens plus vite quand même? Si tu es Tu quelqu'un qui a reviens quand été même très plus vite mobile. si quelqu'un qui a été très mobile, tu vas revenir plus vite que quelqu'un qui a jamais fait, ça c'est certain. Mais par contre, tu vas quand même reprendre du temps. Et parfois, le temps perdu est égal au temps que tu vas devoir repasser dessus, quoi. Donc, c'est assez triste. Alors que si tu le maintiens un petit peu tous les jours, à la fin, en fait, ça marche pas. Ok. Et on dit souvent que les femmes sont plus mobiles ou je ne sais quoi, elles sont plus flex en tout cas que les hommes. Et c'est souvent vrai, parce qu'on est quand même super raides, les mecs. À quoi c'est dû? C'est quoi exactement la différence? Bah, c'est purement physiologique, hormonal aussi, parce que les femmes, durant leur cycle, elles ont en fait des hormones qui vont bouger et en fonction de leur cycle, elles sont plus ou moins laxes. Donc, en général, près de la règle, elles sont très laxes. Pardon, quand elles ovulent, elles sont très laxes. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, on commence à se pencher sur du haut niveau, si jamais elles sont en période d'ovulation, à mettre en place des protocoles spéciaux de proprioception pour être sûr qu'elles sont bien échauffées pour aller faire le sport en question. Il y a plus de risques de blessures. Donc, normalement, on devrait en fait adapter la pratique du sport, peu importe le sport, à leur cycle. Ce qui n'est pas spécialement fait parce qu'elles n'ont pas spécialement envie d'arriver à la séance en disant ah oui, je suis en train d'ovuler actuellement. C'est pas terrible, mais en soi, c'est vrai. Et puis, les femmes, bien évidemment, elles ont un bassin qui est beaucoup plus mobile, puisque le but étant d'être fertile. On voit chez les femmes, par contre, qu'elles sont beaucoup plus flexibles, elles sont souvent plus hyperlaxes, plus laxes. Par contre, elles ont des problèmes différents des hommes. Et dans le sens où on s'est rendu compte, nous, dans nos data, que pour un même problème, c'est-à-dire si les personnes qui ont du mal à tenir leurs bras au-dessus de la tête en position de squat, ce qu'on appelle un overhead squat, les hommes vont être limités par leur capacité d'amplitude, de mobilité de hanches et d'épaules, ok? Et les femmes, elles, vont être limitées par l'activation de leur dos. Donc, c'est-à-dire que passivement, elles sont capables, ou même activement, de lever les bras au-dessus de la tête. Elles sont capables de descendre en squat, mais les deux en même temps, il va y avoir une activation de la chaîne postérieure qui doit être très forte, qui là ne se fait pas aussi bien, en moyenne, avec les datas, que les hommes. Et c'est la raison pour laquelle elles n'arrivent pas à descendre en overhead squat. Alors que l'homme, ça va être plus parce qu'il est trop raide et qu'il a les pectoraux trop serrés et que du coup, il peut même pas monter les bras au-dessus de la tête. Et donc, c'est ça qui le limite, mais c'est pas la force qu'il a en fait dans la chaîne postérieure qui lui permet pas ça. Donc, en fait, il y a plein de différences entre hommes et femmes là-dessus. Tu es en mute. Ouais, c'est mieux avec le micro. C'est le truc que vous prenez en compte dans l'appli, ça, sur GoWOD, quand tu. Oui, tout- oui, c'est Ok. pour ça. Donc, nous, on est capable de le détecter parce qu'on vous fait tester juste les épaules isolément, puis le squat, puis ensuite les hanches. Et donc, du coup, on est capable ensuite de dire, on a un exercice qui s'appelle Overhead Activation, qui va être le fait de lever les bras activement avec le buste penché en avant. Voilà, donc on va plus voir chez quelqu'un qui a ce problème-là, c'est-à-dire d'activation de chaîne postérieure, que chez quelqu'un qui a les pecs beaucoup trop raides et donc du coup qui va devoir faire lâcher ses pecs avant de pouvoir espérer monter les bras au-dessus de la tête. Intéressant. Que des choses intéressantes. Et un autre mythe qu'on a souvent entendu, surtout ça c'était avec le bodybuilding à l'époque, c'est plus le muscle est gros, plus la personne elle est balèze, moins elle est mobile. Et souvent c'est encore un truc qu'on voit. Et pourtant il y a plein d'exemples qui contrent un petit peu cet argument. Est-ce que c'est un mythe ou c'est quoi la réalité? Honnête, alors il n'y a pas de lien entre les deux. C'est-à-dire c'est pas parce que ton muscle est gros qu'il n'est pas souple et qu'il n'est pas mobile. La preuve, c'est que vous prenez tous les haltérophiles, c'est des chewing-gums, ils font le grand écart et pour autant, je vous assure, ils sont tankés. Là, vous prenez tous les crossfitters qui vont aux games, je vous assure, ils sont tous mobiles et pourtant, ils sont tous plutôt sacrément épais. Voilà. Et pour autant, j'ai des cas dont je me souviens là au cabinet, le mec le plus raide de la chaîne poste que j'ai jamais eu, il n'arrivait pas à toucher ses genoux. C'est incroyable. Et ce mec-là, c'était un cure-dent. Et donc, c'était pas sa masse musculaire qui le limitait. Donc, non, il n'y a pas de vrai lien entre les deux, si ce n'est qu'en général, pour créer du muscle et pour faire du volume, il faut travailler le muscle très fort. Et donc, en général, ça va avec, si vous ne prenez pas soin et que vous vous étirez pas, ça va de pire en pire, entre guillemets, quoi. Plus votre muscle est juste tendu et fort et dense et vous l'avez jamais étiré, et plus ça va être compliqué après d'aller à l'inverse. Si pour autant vous êtes toujours mobilisé, étiré
Vous pouvez prendre le volume que vous voulez, il n'y a pas de problème. Et Du coup, non, ouais, c'est pas donc, une excuse. ouais, on peut devenir balèze et mobile en même temps. Donc ça, Oui. c'est une bonne nouvelle pour tous les gars qui nous écoutent. Et pour toutes les filles aussi. Et prochaine question qu'on a eue, c'est j'ai mal au poignet sur mes front tracks, donc quand j'ai la barre au niveau des clavicules, et c'est à cause de ma mobilité de poignet. On a vu ça, on voit souvent même des coachs dire ça, etc. À quoi c'est dû? Pourquoi est-ce qu'on a un mauvais positionnement sur cette position? Oui, alors déjà, généralement, quand on se fait mal au poignet sur des thrusters ou sur des jerks ou des presses, voilà, tout ce qui va être départ au niveau du front rack et poussé au-dessus de la tête, par exemple, là-dessus, en général, on peut avoir des douleurs à l'intérieur du poignet qui sont, et parfois même des entorses du ligament scapho-lunaire, si je me rappelle bien, de la natte, mais du scapho-lunaire et qui arrive et en général, on s'en fait une ou deux et puis ensuite, ça passe et on n'a plus jamais mal parce qu'en fait, on l'a tellement distendu que c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a pas de séquelles plus tard. Mais en général, la mobilité de poignet, elle revient beaucoup. En tout cas, dans les discours, je me rappelle dans les affiliés, on me disait ça, ouais, mais c'est mon poignet qui va pas, etc. Or, c'est possible, tout à fait possible. Mais la plupart du temps, c'est pas le poignet le problème, c'est plutôt en fait, la capacité de mettre son bras en rotation externe et de le mettre en avant qui fait que votre poignet, si vous êtes mobile en rotation externe et que votre coude est bien face à vous, votre poignet, il est dans l'axe. Et dans l'axe, le poignet, c'est là où il est le plus solide. Si vous mettez un coup de poing, vous ne mettez pas un coup de poing avec le poignet tordu, vous mettez ça avec le poignet bien dans l'axe et c'est là où vous générez le plus de force. Si vous regardez les haltérophiles, ils ont la barre bien dans la main, ils attrapent complètement, ils n'ont pas juste deux doigts, ils ne tiennent pas la barre avec deux doigts, ils l'ont bien dans la main et leur poignet, il est quasiment parfaitement dans l'axe de leur avant-bras. Parce que c'est là, en fait, qu'ils ont le plus de force. Et pour ça, eh ben, il faut avoir une sacrée mobilité en rotation externe, ce qu'on appelle en front rack. Et donc, c'est généralement une limitation de vos épaules qui vous blesse les poignets et non pas une limitation du poignet qui crée la blessure du poignet. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir, regardez si vos épaules, elles sont mobiles. Si jamais vous avez vraiment une super belle position, vous arrivez à prendre la main avec tous les doigts. Si c'est le cas, potentiellement, c'est votre poignet qui est problématique. Je vais devoir bosser mes poignets alors. Et on parlait tout à l'heure de personnes hyperlaxes. Donc, on a tous vu les personnes qui sont capables de faire des trucs de fou sans pour autant pratiquer le sport ou même s'entraîner, etc. Donc, c'est des personnes qui naturellement sont flexibles, si j'ai bien compris. Est-ce que ces personnes-là doivent quand même bosser leur mobilité? Donc, je sais, quelle est la réponse? Je suppose que c'est Alors, oui. les personnes hyperlaxes, donc très souvent, les hyperlaxités, vous pouvez les voir chez quelqu'un sur les coudes, sur les genoux, sur les épaules. C'est des gens qui ont une tendance au niveau des épaules à se luxer les épaules assez facilement. Euh, alors, il y a des sports dans lesquels être hyperlaxe, c'est un atout. L'exemple, c'est au handball, par exemple. Les handballeurs sont très souvent hyperlaxes des épaules. C'est ce qui leur permet d'avoir une rotation externe bien plus que la norme en fait. Donc on va dire que nous on a tous 90 degrés et eux ils peuvent monter jusqu'à quasiment 140 degrés. Et c'est ce qui leur permet de générer de la force dans leur shoot. Donc les mecs qui font du baseball aussi, vous avez déjà vu des images là où les mecs ils ont le bras à l'envers. Bon ben ça c'est l'hyperlaxité, c'est ce qui leur permet d'être professionnels. Pour autant ça va créer du coup un gros déséquilibre et des risques de blessures. Et donc les personnes qui sont très hyperlaxes, ce qu'on va faire en général, c'est qu'on va leur dire arrête-toi à une position physiologique. Okay, position physiologique, c'est si votre bras, si vous attrapez vos mains et que vous mettez les bras au-dessus de la tête, vos bras ne doivent pas dépasser dans le dos, d'accord? Ça, c'est pas l'axe normal. Vos bras sont censés s'arrêter dans le même, au-dessus de vos épaules. C'est-à-dire vous avez un axe cheville, genou, hanche, épaule, main. Voilà, ça c'est droit. Tout ce qu'il y a après, ça n'a pas d'intérêt. Encore plus si vous n'êtes pas capable de le contrôler musculairement. Donc pour les gens qui sont des grands hyperlaxes, il n'y en a pas tant que ça. Mais si vous êtes un grand hyperlaxe, il va falloir au contraire stabiliser vos épaules, donc faire des exercices qu'on appelle de proprioception ou des exercices de renforcement musculaire pour être sûr que vous êtes capable de savoir à quel moment arrêter votre mouvement et d'être capable de générer de la force dans ce mouvement-là. Voilà. C'est pas quelque chose qui est fantastique, mais ça en fait rêver certains parce qu'ils bossent sur leur mobilité tout le temps et qu'ils ont l'impression de progresser doucement. Eux, ils n'ont pas été gâtés, eux, ils sont au contraire, c'est des hypolaxes. Je sais pas si ça se dit. Mais eux, ils manquent de laxité, justement, naturelle, et ils devraient en avoir plus, et c'est pour ça qu'ils galèrent. Pour autant, si vous êtes hyper laxe, c'est pas non plus un cadeau du ciel parce que ça augmente le risque de blessure. Voilà. C'est les gens qui se font beaucoup de ligaments croisés au ski, ça c'est généralement des hyperlaxes.
Et pour rester sur le thème de l'hypermobilité, est-ce que plus je suis mobile, plus je perds de la force? Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup aussi, ou c'est quoi le... Zéro. Il n'y a aucun lien entre être hyper mobile et hyper fort. D'ailleurs, les mecs les plus forts, quand je reviens à l'haltérophilie olympique, mais les mecs qui arrivent à snatcher 200 kilos, ils sont hyper mobiles. Ça leur pose pas de problème. C'est la différence entre du coup, la mobilité et la laxité. Euh, pour autant, euh, dans certains sports, donc je parle par exemple du powerlifting, où on va volontairement travailler sa mobilité de manière la plus minimale possible pour être capable d'effectuer la rep en question. Parce que plus il y a de tension dans le muscle, plus le muscle est court, et plus au moment où on vient lui demander de s'étirer, son réflexe de protection, c'est de se raccourcir, donc de se contracter. Donc en fait, ils vont se servir de leur raideur comme un outil pour soulever plus lourd. Voilà, donc il y a quelques sports dans lesquels c'est utile d'être raide. Voilà, le powerlifting en fait partie. On leur demande de squatter jusqu'à la parallèle et de casser la parallèle pile poil. Voilà, ils n'ont pas besoin d'aller plus bas et donc ils vont juste travailler ce qu'il faut pour faire ça. Et au contraire, sur les deadlifts, c'est la même chose. Ils sont capables de descendre pour attraper la barre et la relever, mais pas plus. C'est tout ce qu'ils veulent pour justement générer encore plus de tension dans les ischios. Super intéressant. Et tout à l'heure, tu disais, les stats montrent qu'une personne doit être régulière, doit pratiquer de la mobilité 15 minutes par jour, etc. Mais on n'a pas parlé de quel moment était le moment idéal, justement, d'après vos datas. Est-ce que c'est avant la séance, après la séance? Est-ce que c'est en fin de journée, début de journée? C'est quoi votre recommandation? Alors, la recommandation ultime pour quelqu'un qui fait du sport, c'est d'en faire toujours juste avant le sport. Donc, en fait, de se préparer juste avant de faire un effort. Si on prend le CrossFit en exemple ici, je sais pas moi, si vous avez une séance de squat et de pull-up, vous allez faire en sorte d'être mobile au niveau de vos hanches, de vos chevilles et de vos épaules pour pouvoir squatter et au niveau de vos épaules pour vos pull-ups. Parce que les quelques degrés de mobilité que vous allez unlocker avant votre séance vont vous permettre de travailler dans cette nouvelle mobilité que vous venez de gagner et donc de la potentialiser avec votre squat. Donc, vous allez descendre avec de la charge sur vous et remonter. Et donc, vous allez gagner cette mobilité-là. OK. Après la séance, vous allez faire une séance d'automassage. Ça a beaucoup plus un attrait pour la récupération. Ça a aussi un aspect pour gagner, parce que vous allez travailler vos fascias et les travailler dans tous les axes. Donc ça va vous faire gagner, mais c'est surtout pour faire de la récupération et donc être plus en forme le lendemain, être capable de vous réentraîner. Et ensuite, à distance de votre entraînement, n'importe ce que c'est, vous allez pouvoir faire des séances à la maison qui, elles, ne sont pas axées sur ce que vous avez fait aujourd'hui spécialement, mais plutôt sur quoi je veux bosser et qu'est-ce que je veux gagner en amplitude. Donc, en fait, il y a trois types de. Voilà, il y a juste avant, juste après ou à distance. Euh, Lequel est le mieux? Les datas disent que si vous faites avant l'entraînement et à distance de l'entraînement, donc juste avant l'entraînement et ensuite à distance chez vous, par exemple, et que vous faites ça tous les jours, c'est là où vous avez les meilleurs résultats. C'est sûr et certain. Et d'ailleurs, quelque chose qui est assez choquant et qui m'a toujours choqué, c'est tous les pros au CrossFit, sans exception, tous les pros, et je me suis entraîné avec, je sais pas, 70 mecs et 70 femmes dans le milieu pro, y compris les meilleurs au monde, et il n'y en a pas un qui ne fait pas de mobi avant de s'entraîner. À chaque fois, tous les jours, tout le temps. Et c'est alors que chez les amateurs, la plupart du temps, c'est on fait la mobi chez soi le soir. Et c'est tout ce qu'on fait comme mobilité, ce qui est déjà super. Mais en fait, il y a ce temps-là qui peut être 3 minutes, 5 minutes, peu importe, mais juste avant de vous entraîner, qui va vraiment déclencher quelque chose dans votre entraînement. Et je parlais avec Craig Ritchie, qui maintenant s'est mis à l'haltérophilie et qui essaye de faire champion des UK dans sa catégorie de poids. Et pendant très longtemps, il faisait de la mobile le soir, etc., etc. Et en fait, il s'est mis à faire des protocoles GoWAD, donc pour du squat snatch et du clean and jerk, etc. Et en fait, ça l'a unlocké. Il me dit, mais je me sens trop bien sur mes séances. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si j'avais déjà fait plein de barres d'échauffement, alors qu'en fait, c'est ma première. Donc, ça lui permet de gagner en fait du temps, mais c'est surtout qu'en fait, ça lui permet de mieux snatcher à l'entraînement. Et que donc, du coup, s'il arrive à rajouter, n'importe quoi, 3 kilos sur sa barre à chaque entraînement, bah, du coup, en fait, il va progresser plus vite. Donc, il y a vraiment ce côté de juste avant l'entraînement qui est très peu fait. Parfois, par manque de temps, on arrive à la bourre, à la boxe, et puis en fait, c'est midi, il faut s'entraîner. Mais si vous avez le temps, faites ça, parce que quitte à être là, autant faire ça. Et donc, du coup, vous allez voir que votre WOD va mieux se passer, vous allez mettre plus d'intensité, et vous allez pouvoir, comme on disait tout à l'heure,
il y aura un meilleur transfert de la force. C'est-à-dire que la force que vous allez utiliser, ok, pour votre squat, si vous avez 100% d'énergie, si vous avez 40% d'énergie qui est là pour lutter contre votre corps d'abord, c'est-à-dire le manque de mobilité, il y a 40% de votre énergie qui va là-dedans lutter contre votre propre corps, il y a 60% qui va lutter contre la charge externe. Si par contre, votre corps, lui, il n'y a aucune lutte, c'est-à-dire que c'est tout fluide, il n'y a pas de frein, eh ben, 100% de votre énergie va être consacrée à à la charge externe. Si vous faites un calcul, au lieu de back squatter 60 kg, vous allez back squatter 100 kg. Voilà, donc en fait, il y a vraiment un vrai intérêt. Et donc, du coup, vous dites bien que sur vos cuisses, sur vos muscles, sur votre performance, si vous avez squatté 100 kg, ça n'a pas le même impact que si vous avez back squatté 60. Pour autant, l'énergie dépensée est la même. Hein. Mais en fait, parce que vous étiez mobile, et on connaît tous ce mec-là dans notre salle qui squatte avec le dos super droit et qui lève des barres de folie. Bon, c'est pas un secret, quoi, en gros. Et j'axe un petit peu mes questions là-dessus, parce que je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et pour toi, le protocole d'échauffement idéal, ça serait quoi? Parce que typiquement, moi, par exemple, en ce moment, ce que je fais, c'est un échauffement, genre, je sais pas, 10 minutes de bike erg ou 10 minutes de course à pied, etc. Un échauffement vraiment simple, des mouvements basiques, pas trop demandants techniquement. Ensuite, ce que je fais, c'est 10 ou 15 minutes de pré-WOD avec soit un warm-up de zone où tu sélectionnes tout le corps, soit tu sélectionnes les zones du corps qui vont être affectées par ton mode ou les mouvements. Est-ce que c'est ça que tu suggères, par exemple, pour un mec qui va faire un warm-up, ou est-ce qu'il peut partir directement sur sa mobi de pré-WOD que vous suggérez? L'idéal, c'est ce que tu fais toi. L'idéal, si tu as 20 minutes devant toi avant de commencer ton workout, c'est d'abord faire un blood flow. Donc là, peu importe l'erg que tu choisis, que ce soit du bike, du rameur, du ski erg ou de l'éco-bike, peu importe. C'est juste de faire monter le cœur en fait et qu'il y ait du sang qui circule partout et que vous commenciez à être en sudation, donc vous commenciez juste à transpirer. Parce que du coup, ça va vous permettre directement d'unlocker un niveau en fait de mobilité supérieure. Vous allez déjà être chaud, vous allez vous sentir chaud en fait. Et donc du coup là, vous faites votre pré-WOD pareil, basé sur ce que vous voulez, soit sur une zone du corps, soit sur les mouvements que vous allez faire. Vous choisissez. Et derrière, vous allez du coup vous échauffer spécifiquement pour votre workout. Donc, en général, si vous suivez un cours, on va vous faire travailler avec un PVC et puis ensuite on va vous faire travailler avec une charge légère et on va monter petit à petit jusqu'à vous préparer pour le workout. Ça, c'est l'idéal absolu. Après, ça fonctionne tout de même si tu t'es pas échauffé, c'est-à-dire que tu n'as pas fait du vélo et que tu fais directement quelque chose. C'est plutôt en fonction du temps que tu as et des problèmes que tu as. C'est-à-dire que si tu as 15 minutes et que tu es super raide, il vaut mieux faire 2 minutes de vélo et 13 minutes de mobi plutôt que 10 minutes de vélo et 5 minutes de mobi. Ok. Et on a souvent entendu, ouais, il faut s'étirer après les séances, ou tu as les courbatures parce que tu t'es pas étiré après ta séance, etc. Mais on a aussi entendu l'inverse en préparation physique où l'étirement peut amener à la blessure après les entraînements. C'est quoi la vérité là-dedans? C'est un truc moi qui m'a toujours tracassé. En fait, là, à l'époque, quand les gens disaient ça, ils avaient raison. Parce qu'il y avait eu des études qui étaient sorties sur le fait que les courbatures que les étirements passifs après l'effort réduisaient les courbatures le lendemain. Et puis en fait, ils se sont rendus compte que non. Ils ont fait d'autres groupes témoins et puis finalement, en fait, il n'y avait pas vraiment de règles. Il y avait beaucoup de placebos, etc. Aujourd'hui, donc en 2024, le consensus, il est de juste après un effort, ok, il ne faut pas, juste après, je dis bien, juste après, il ne faut pas s'étirer. Voilà, c'est comme ça. En fait, on va sûrement créer plus de liaisons qu'autre chose. Donc, imaginez, vous venez de faire une grosse séance de squat très forte. Vous avez en général, en parlant vulgairement, cassé de la fibre au niveau des quadriceps et des ischio-jambiers. On va préférer, plutôt que de s'étirer les ischio-jambiers et les quadriceps, vous allez encore étirer quelque chose qui vient de se faire fragiliser. Donc, vous imaginez, je sais pas moi, un carton qui est presque cassé et vous venez tirer dessus. Bon, il va casser complètement. Au contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir masser la zone. On va faire des automassages. Là, je reviens sur ta question juste avant, mais tu disais faire un blood flow. Par exemple, faire un blood flow, donc tourner les jambes 5 minutes sur un bike et se faire des automassages. Ça, c'est le truc le plus parfait du monde. Voilà. Si vous n'avez pas le temps, faites un blood flow ou faites des automassages. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est venir essayer de drainer la zone et donc en fait de faire circuler du sang le plus possible là-dessus pour venir cicatriser la zone. Et c'est là que vous allez avoir une réduction des DOMS, donc des courbatures, le lendemain. Donc, ça veut dire courbature en anglais. Ouais, c'est les courbatures qui sont dues à l'exercice intense. Oui, c'est
Delay onset muscle soreness, je crois, ça veut dire. Ouais. Et donc, les étirements réduisent les courbatures. C'est pas un mythe. Non, 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 les C'est juste étirements qu'il ne faut les réduisent pas faire. les courbatures. Ok, d'accord. Donc ça, c'est quand même un Non, mythe. j'ai dit, aujourd'hui, on dit que les étirements ne réduisent pas. À l'époque, on disait ça, maintenant, c'est plus Ok. vrai. Ok. Aujourd'hui, les automassages et le blood flow réduisent les courbatures. Ça, c'est vrai. Ok. Ça a été prouvé maintenant. Mais encore une fois, il se peut que dans 20 ans, il y ait quelqu'un qui dise, bah non, en fait, les automassages, c'était pas vrai, etc. En tout cas, pour l'instant, c'est ce qui se fait. Et d'ailleurs, on voit que vous allez à une compétition professionnelle, que ce soit de l'athlétisme ou autre, tout le monde a des rouleaux. Et dès qu'ils ont fini, ils se mettent sur les rouleaux. C'est le premier truc qu'ils font. Et pour ceux qui ont le budget, ils ont ça, mais aussi ils ont des kinés qui direct viennent masser les joueurs. Et nous, quand on était au Montpellier Handball, notre mission après les matchs, c'était de la récup et on venait masser les joueurs le plus vite possible. Ouais, tu m'étonnes. Et ils s'étiraient pas. Et, les étirements statiques, parce que du coup, on a parlé pas mal de dynamique, etc. Mais on voit des protocoles, beaucoup de protocoles qui sont en vente avec des positions longues. Bah, typiquement en yoga, on a quand même pas mal de grandes positions statiques où on tient longtemps. Est-ce qu'il y a une utilité à ça? Il y a une utilité. On revient encore à quel est votre but, qu'est-ce que vous voulez faire et quand est-ce que vous le faites. Est-ce que vous faites ça, vous étirez passivement, statiquement, longtemps, juste avant une séance de squat, il va y avoir très très peu d'intérêt. Par contre, si vous le faites à distance, il peut y avoir d'intérêt. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que statiquement, on va venir, enfin, quand on s'étire passivement et statiquement, on va venir progressivement envoyer un message à notre système nerveux pour dire c'est OK d'aller dans cette position, tu n'as pas besoin de créer un stretch réflexe pour me protéger. Et en fait, on vient gagner en amplitude petit à petit. Donc, je sais pas, vous tenez une position, on va essayer de faire le grand écart et vous tenez comme ça 5 minutes. Vous allez voir que les 10 premières secondes, c'est douloureux. Puis ensuite, si vous bougez pas de position, vous sentez plus rien. Donc, ce que vous faites, c'est que vous essayez de gagner tout petit à petit en amplitude. Et donc, vous venez gagner petit à petit. Et donc, en fait, à force d'envoyer ce message-là, à court terme, vous allez diminuer la tolérance, ce qui veut dire que votre corps va vous laisser aller dans cette amplitude-là maintenant, sans refus et sans vous contracter. Mais aussi, au fur et à mesure, vous allez avoir des changements structurels. Alors, ceux-là, ils sont longs. C'est d'ailleurs pour ça, malheureusement, qu'on ne progresse pas en mobile du jour au lendemain. Ça ne marche pas comme ça. C'est qu'il faut du temps au corps et au tissu pour se réagencer, se restructurer et faire en sorte qu'on on allonge le muscle. Parce que quand on tire, on n'allonge pas le muscle directement. Ce n'est pas le muscle qui s'allonge. C'est juste la tolérance qui s'allonge, donc il n'y a pas de stretch réflexe. Mais au fur et à mesure, on vient en fait travailler sur toutes les structures, que ce soit les fascias ou tout ce qui est tout ce qui est structure collagène, et on va venir petit à petit travailler ça. Et donc, en fait, on gagne en amplitude. Donc, si vous voulez être plus mobile, flexible, il faut faire et du passif, et du calme, etc., et du actif, si jamais vous allez vous entraîner, par exemple, et potentiellement du renforcement ou de l'activation, si jamais votre problème, c'est que vous n'êtes pas capable de stabiliser la barre au-dessus de la tête. Donc, en fait, c'est dépendant du besoin de chacun. Et c'est pour ça que un protocole qui est le même pour tout le monde, c'est juste pas possible. Donc, il y a plein de vidéos sur YouTube, mais si c'est pas pour vous, faut peut-être pas la faire. Et désolé, je prêche pour ma paroisse, mais c'est pour ça qu'il y a un test et des pré-WOD et des post-WOD et des daily, etc., qui sont séparés dans l'app parce que l'utilité n'est pas la même et en fonction de ce que vous voulez, on ne va pas vous donner la même chose, on ne va pas vous donner un truc générique pour tout le monde parce que ça ne marche pas. Et j'en profite, une question, puisque là, on a parlé beaucoup d'avant, on a parlé d'après, etc. Mais dans l'entraînement, souvent, il y a eu ce débat, souvent même, tu peux l'entendre encore dans le BP, tu as des coachs de BP qui sortent et qui vont dire, ah, il ne faut pas casser la parallèle, etc. L'amplitude complète, est-ce que c'est un mythe ou pas? On voit pas mal de vidéos YouTube sur ce sujet encore aujourd'hui, sur le fait de ne pas forcément faire de l'amplitude complète ou d'aller maximiser le stretch sur une articulation donnée pour maximiser l'étirement et ensuite la force. C'est quoi, d'après toi, ce qu'il faut privilégier? Alors, ces discussions-là, elles étaient principalement là pour le squat. C'est là-dessus qu'il y avait le plus grand débat, c'est est-ce qu'on squatte quart de squat, demi-squat ou on passe la parallèle. Des études dont je me rappelle, j'ai plus les data exactes, mais je me rappelle que le stress mécanique sur la rotule, c'était à cause de ça, le stress mécanique sur la rotule, qu'on soit à la parallèle ou en dessous de la parallèle, il changeait pas en fait. Et donc en fait, c'était soit on s'arrêtait vraiment vachement au-dessus de la parallèle et on faisait des espèces de quarts de squat, soit sinon on descendait en bas. La seule différence, que quand on fait des quarts de squat, en fait, notre muscle, que ce soit les fessiers ou les ischio-jambiers, ils sont très peu étirés.
Et donc, du coup, c'est très facile pour eux de se recontracter et de générer de la force. Donc, on est très fort. Si on fait que des quarts de squat, on a une force de malade. En amplitude complète, ça demande beaucoup plus de mobilité, encore une fois. Et donc, ça demande d'être beaucoup plus complet pour être capable de soulever la barre. Et des années 80-90 où on disait c'est un peu risqué, maintenant on voit que tout le monde passe au squat complet. Et peu importe le sport d'ailleurs, on voit des triathlètes faire de l'haltérophilie avec des squats complets. Une des clés par contre, c'est est-ce que vous êtes capable de maintenir une position correcte, c'est-à-dire que votre mobilité vous permet d'avoir le buste droit en cassant la parallèle. Si la réponse est oui, alors il faut absolument le faire. Si la réponse est non et que vous avez le dos complètement cassé, que les pieds ils font n'importe quoi et que vous décollez les talons, alors non, il ne faut pas y aller. Il va falloir vous faire travailler petit à petit votre mobilité pour être sûr de vous amener à ce but-là, mais aujourd'hui, vous n'en êtes pas capable. Et après, il y a encore un autre débat qui est, oui, mais les volleyeurs professionnels, par exemple, ils ne squattent pas complètement. Et la majorité du temps, ils ne squattent pas complètement. Et en fait, bah, oui, mais leur métier, à eux, c'est de sauter le plus haut possible. Et en fait, c'est là où ils génèrent le plus de force, c'est dans leur pratique de tous les jours. On leur demande que de faire des quarts de squat et de sauter au-dessus pour aller se matcher. Et donc, en fait, eux, c'est des hyper spécialistes. Et donc, on va les faire travailler là-dedans, même si il y a de plus en plus de prépa physiques qui disent, mais même s'ils font ça, on va quand même les faire squatter en complet de temps en temps pour être sûr qu'ils arrivent à développer une autre façon de travailler sur leurs cuisses et sur leurs fessiers. Ouais, j'allais te dire, typiquement en saison off, c'est intéressant pour eux quand même de travailler en amplitude complète parce que bah, si on réfléchit de manière logique autour d'une articulation, si on squatte de manière complète, on va venir solliciter toute la chaîne musculaire située autour de l'articulation et donc préserver l'intégrité de l'articulation sur l'amplitude, mais aussi en impliquant tous les muscles impliqués autour de ça, quoi. Donc ouais, ça semble logique de le faire de temps en temps. Bon, je pense qu'on pourrait parler pendant des heures de tous ces mythes de la mobilité. On fera, je pense, un épisode sur la data et ce que tu as trouvé, tes conclusions sur la mobilité. Ça, je pense que ça peut intéresser pas mal de monde. Mais vous l'avez compris, vous l'avez entendu ici, 15 minutes de mobilité par jour. Décomposez-le en 2 épisodes, un en pré-WOD et un le plus tard chez vous devant la télé, tranquille, le soir, à l'écart de votre séance de sport. Et vous aurez le plus de bénéfices, en tout cas sur votre mobilité à long terme. Et surtout, ne vous arrêtez pas, parce que si vous arrêtez, vous dégradez complètement vos résultats et votre progression. Oui. Donc, on a compris, on va s'étirer tous les jours et prendre un abo du coup. En tout cas, je pense que Thibaut, on va les laisser là avec 45 minutes de connaissance de Mobi et on pourra continuer potentiellement si on a d'autres questions sur la mobilité dans un prochain épisode. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous tous de nous avoir écoutés et on va se retrouver sûrement la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Merci à tous pour votre temps. Mettez-nous un petit pouce. Allez faire un petit tour sur GoVod. Ouais, je prêche pour notre paroisse aussi, mais pour le coup, ça vaut le coup et ça va bien vous aider si vous n'avez pas le temps d'aller creuser dans la mobilité vous-même. Allez jeter un œil et laissez-nous un petit commentaire sur des invités potentiels que vous aimeriez voir avec nous. Merci et à bientôt. Ciao.